Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission d'aujourd'hui Vérité de fait. Aujourd'hui pour Kinshasa, pour la République démocratique du Congo en général, c'est un jour particulier car aujourd'hui on a vécu la première journée de la francophonie, cette fête qui réunit tous les pays francophones du monde. Alors nous allons parler des retombées de cette organisation sur la terre congolaise. Et puis, on va parler aussi de ce dont on a parlé l'autre fois avec l'invité qui était ici. C'est l'instabilité de la monnaie locale, la dépréciation de la monnaie locale, la perte du pouvoir d'achat. On va peut-être effleurer ça à la fin parce qu'on en a parlé largement l'autre fois. Pour en parler, nous avons ici avec nous pour vous Christian Moleka, coordonnateur national de la DIPOL, quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez d'ailleurs. Christian, bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. Comment allez-vous? Je me porte comme un charme, ça va. Alors, comment vous sentez-vous sur le plateau de Vérité des Faits? Vous vous rappelez bien de comment ça commençait tout ça? Oui, c'est un plateau qui m'intéresse pour la première fois d'ailleurs, je crois. Mais je suis habitué de la chaîne et je suis invité dans d'autres cadres, d'autres cénacles. Mais c'est un plaisir pour moi de vous revoir après notre passé récent et notre passé lointain. Ok. Alors, Christian Moleka, avec vous, on va parler de la francophonie, comme je l'annonçais dans mon sommaire tout à l'heure. Dites-nous, déjà qu'un tel événement se produise ici, quel effet ça vous produit, vous, en tant que Congolais, et Quinois surtout? Comme citoyen, je ne peux être que content parce que ça veut dire Ça vous fait, oui. Pendant une semaine peut-être, le Congo sera au centre de la communication internationale. Oui. Et c'est donc une opportunité pour nous de vendre une image plus ou moins positive du pays. On le sait, il y a une perception du Congo qui n'est pas toujours rose. Si vous prenez l'indicateur risque pays, le Congo est considéré comme l'un des pays à risque. Vous prenez l'indicateur sécuritaire, nous sommes considérés comme parmi Non, mais les pays récemment, là, avec la insécures. conférence risque pays, on est sorti, nous étions un pays favorable à l'investissement. C'est un indicateur récent dont il faudra avoir les retombées dans les longs termes. Mais si vous prenez beaucoup d'indicateurs, vous prenez les indicateurs en termes de chiffre d'affaires, Boeing, Business, vous prenez l'indicateur sécuritaire, nous sommes toujours considérés comme à la traîne du tableau. Et il est nécessaire de construire d'autres perceptions. C'est vrai que dans les médias internationaux, lorsqu'on parle du Congo, généralement, on ne parle pas de success stories. On parle de la guerre, on parle de M23, on parle de la corruption, ainsi de suite. Et qu'il y a très peu de success stories, des histoires réussies qu'on vend du pays. Et la francophonie, c'est une opportunité de vendre une réussite du Congo, une réussite diplomatique, une réussite en projet, en construction, et qui peut, par derrière, par exemple, créer un intérêt touristique. On le sait aujourd'hui, l'industrie touristique est une industrie qui participe énormément à diversifier l'économie. Nous avons une économie qui est fondée sur les mines, donc penser à diversifier par le tourisme est un atout également à explorer. Et donc la francophonie peut être pour nous un miroir pour cette ouverture-là. Mais en même temps, le Congo est en guerre, le Congo est agressé, et le Congo est en recherche de soutien diplomatique. Et donc de telles passerelles peuvent vous permettre également de construire des alliances stratégiques, de construire de passerelles de diplomatie parce que du sport, parce que le sport c'est également un outil de diplomatie, et de construire des alliés qui peuvent nous soutenir dans notre démarche diplomatique contre le Rwanda notamment. Alors Christian Moleka, alors que vous parliez, la question qui me vient à l'esprit, c'est comment mettre à profit cet événement pour bien vendre le Congo? Bon, déjà pour mettre à profit, c'est-à-dire lorsque le Congo a souscrit en 2019, parce que c'est en 2019 que nous avons déposé notre dossier pour être retenu à l'occasion, nous avions intérêt à présenter notre capacité à construire un projet et le réussir. Nous avons, dans la douleur, lancé ce projet parce qu'on a pris 4 ans. 2021, c'est la Covid qui a été à l'origine du report. Il faut peut-être dire Dieu merci à la Covid, parce qu'en 2021, nous n'étions pas prêts pour recevoir les Jeux. Les Jeux ont été reportés en 2022, nous n'étions pas prêts, parce que l'inflation non plus n'a pas suivi. Et donc, ce n'est qu'en 2023 que nous allons enfin organiser les Jeux. Donc, vous voyez le temps qu'on a perdu en termes de mise en œuvre des projets. Je crois que ça a également écorné un peu notre crédibilité sur nos capacités à mener à bien des projets dans les délais.
Ensuite, il y a l'argument sécuritaire. Notamment, nous-mêmes, nous avons beaucoup communiqué sur l'affaire Mobondo, la sécurité à Maluku. On n'allait pas tout de même étouffer ça quand même. C'était des faits sur lesquels il fallait communiquer. Qui a dissuadé certains peut-être partenaires à venir. Le tour cycliste devait commencer à Maluku. Donc quand vous avez un tour cycliste qui commence à Maluku, la carte sécuritaire, c'est pratiquement la zone d'insécurité. Et donc ça peut dissuader certains pays à envoyer des délégations. Donc il y a des signaux négatifs que nous avons nous-mêmes envoyés et qui ont peut-être dissuadé. C'était pas à tort, on avait raison de le faire, il faut les dire, il faut les souligner. J'en conviens, il fallait l'intégrer dans la mise en œuvre de la stratégie Mais ils ont été pris de court, sont des choses qui datent de 2019, vous l'avez dit ici. L'événement Mobondo, ça c'est pas plus de 2 ans que je sache. Oui, c'est-à-dire que c'était à nous comme État de mettre en place des mécanismes d'étanchéité pour que ces événements n'influencent pas suffisamment le jeu. Et donc, nos cordons d'étanchéité n'ont pas tenu. On peut aller plus loin. La célébrité de la ville de Kinshasa, c'est la ville qui reçoit le jeu. Si vous regardez l'état de la célébrité de la ville, elle laisse à désirer. Et donc, je sais pas, bon, j'ai passionné toute la ville, certes. J'étais chez moi à Lupin. Je vis les ronds-points et je me suis dit à moi-même que j'encouragerais les chefs de l'État à organiser tous les jours le jeu de la francophonie parce que c'est. Oui, mais déjà, vous voyez l'exécutif. C'est très propre. Là. Prenez l'exécutif. Moi, je doute fort. Prenez l'exécutif de la ville de Kinshasa. Arrivé sur le PN. L'exécutif de la ville de Kinshasa est ailleurs. Vous avez Godé Poi, Gentini Ngobila et Jekoko qui sont dans des guéguerres, alors que la ville a besoin de plus de concentration, de sérénité pour préparer l'accueil de jeux. Moi, j'étais devant le stade hier à 21h, j'ai vu une poubelle devant le stade plutôt sur Pongabi. Il y avait encore une immondice de déchets hier à 21h. J'étais devant le stade. C'est pour dire qu'il y a des choses qu'on aurait pu améliorer. Il y a des choses qui ont été faites. Il faut saluer la volonté du gouvernement, notamment d'investissement dans l'infrastructure, qui a permis de relever le niveau des infrastructures. Ça, oui. Ça, il faut saluer. Il faut saluer les efforts qui ont été faits pour héberger les délégations. On sait qu'on a un circuit hôtelier qui n'est pas très diversifié, qui n'est pas très large. C'est vrai que de plus en plus. Vous pensez ? Oui, mais parce que pour recevoir des grands événements, vous savez, quand vous dites 4000 visiteurs, ça veut dire, au-delà de ce que nous recevons habituellement, c'est 4000 chambres qu'il faut savoir mettre à disposition. Si demain nous voulons recevoir 10 000 personnes, il faut élargir le réseau hôtelier. Nous avons un réseau hôtelier qui est en train de s'étoffer, mais quand vous prenez des hôtels à 5 étoiles, il y en a combien ? Ça compte au bout du doigt. Donc, si on devait recevoir des chefs d'État, si on doit avoir des suites présidentielles, ça compte au bout du doigt. Donc, il faut travailler. Il y a des secteurs où il faut travailler. C'est pas lié à l'événement, bien évidemment. C'est pas lié à l'événement. C'est lié à notre structuration de l'économie, à notre diversification également, de l'investissement qu'on fait. Mais il faut saluer les efforts qui ont été faits, notamment en termes d'infrastructure, pour permettre de relever le niveau du pays et d'être compétitif avec un terrain de basket de haut niveau, avec une salle de sport multisport pour le judo et tout le reste de haut niveau, avec des travaux qui ont été faits dans le stade des Martyrs qui permettent au pays de répondre à ce défi qui est un défi énorme et je crois que nous avons quand même été à la hauteur en termes d'infrastructure. Alors, comment pensez-vous que le gouvernement peut faire pour justement vendre à bien l'image du pays à travers cet événement ? Vendre l'image, c'est un travail à long terme, c'est pas un travail à court terme. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle... déjà, il y a un événement d'une semaine, c'est 7 jours. Oui, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les public relations, c'est-à-dire qu'il y a des cabinets, des think tanks qui travaillent à long terme pour faire cela. Capitaliser l'événement que nous avons fait à travers des récaps, à travers un projet touristique qui accompagne, c'est-à-dire nous avons, par exemple, l'Office national du tourisme, qui peut profiter de telles opportunités pour vendre des projets touristiques, des tours touristiques du Congo. Vous avez des gens qui sont venus ici et qui auraient pu profiter, par exemple, pour aller à Zongo River, dans le cadre d'un tour touristique, qui peuvent aller au marché des œuvres d'art. C'est vrai ce n'est pas autant présentable que cela, mais ils peuvent acheter des souvenirs pour le Congo et donc proposer un projet touristique. Mais sauf que l'emploi du temps des athlètes est très chronométré. Oui, proposer autour, parce qu'il y a des festivités autour, il y a des stands autour, donc il y a un moyen de vendre une carte touristique qui permette à certains de revenir. Ensuite, travailler dans la profondeur, parce que nous avons quand même des pays qui vont venir, qui vont rentrer et qui pourront revenir demain. Travailler dans la profondeur pour maintenir l'organisation régulière des grands événements, parce que nous avons maintenant, par exemple, des possibilités de recevoir l'Afro-Basket, nous avons la possibilité demain de recevoir un tournoi africain de judo, nous avons la possibilité demain d'abriter un tournoi de karaté. Donc, comment faire pour que nous gardions cet activisme dans le jeu culturel qui nous permette de rester un hub de rayonnement? Et ça, c'est possible parce que nous avons maintenant aujourd'hui l'infrastructure nécessaire à construire dans le long terme. Outre ce qui n'est pas fait par le gouvernement pour mettre à profit cette opportunité, il faut le dire comme ça,
que pensez-vous que nous gagnons juste en termes du fait que cet événement ait lieu sur nos terres? Nous gagnons en image. Puisque le pays se vend, nous gagnons en image, nous avons la possibilité d'être pendant une semaine le miroir. Nous gagnons économiquement, pas c'est de l'investissement. Ça veut dire que ce que nous avons fait là, c'est vrai qu'il y a une partie de notre argent, mais une partie que nous recevons également en termes de soutien financier des partenaires. Mais ceux qui viennent également, ils consomment. C'est vrai que aujourd'hui, avec la francophonie, la restauration est rentrée vers la France, c'est Vivendi. Mais les avions qui viennent, ils ont payé les GoPass, ils ont payé la taxe aéroportuaire, donc l'État gagne parce qu'ils vont descendre. Il faut être sûr de ça aussi. Ils descendent à l'aéroport d'Enjili, ils payent une taxe d'État. Ils sont logés dans les hôtels payent les taxes. Il y a une consommation directe ou indirecte. Ils utilisent la communication, ça veut dire ils payent les crédits. Donc il y a un effet de consommation qui est lié à l'activité. Avec les nouvelles technologies, ils peuvent garder leur connexion. Et puis, c'est possible, mais il y a dans la billetterie d'avion, nous gagnons parce que les taxes que nous gagnons à l'intérieur. Donc il y a des effets économiques induits qui sont liés à l'activité. Il y a l'effet de l'image, il y a l'effet diplomatique, la possibilité de construire des passerelles diplomatiques. Et puis, comme je le dis, il y a des possibilités à long terme dans le tourisme parce qu'il y a des gens qui sont venus pour la première fois au Congo, qui voient le pays et qui pourront rentrer avec une autre image. Dans beaucoup de pays, il y a ce qu'on appelle les cartes postales. C'est-à-dire qu'il faut que, par exemple, en rentrant, il y a un petit cadeau souvenir du pays, une carte postale, qui permettent aux gens de garder un souvenir sur le pays. Et donc, ça pourrait susciter demain, qu'ils reviennent eux-mêmes à partir de leur propre billet, venir visiter le pays parce qu'ils ont été bien accueillis, c'était hospitalier, et voilà. Donc, il y a des retombées à court et à moyen terme à gagner, mais c'est l'avantage en termes d'image pour le pays et en termes de rayonnement culturel. Alors, pensez-vous que cette histoire, cet événement pourrait continuer à nous être bénéfique, même après des années? Déjà, l'enjeu le plus important, c'est que la francophonie, c'est un réseau d'influence. Nous appartenons à un réseau d'influence qui est influence francophone, donc avec la France. Et donc, qui s'affaiblit de plus en plus. Oui, qui a des difficultés en Afrique, dans certains pays, notamment Afrique de l'Ouest, mais qui voit avec le Congo une frontière importante. Il ne faut pas oublier que c'est 100 millions de locuteurs. C'est le pays où il y a le plus grand nombre de francophones dans le monde. Et donc, nous sommes l'avenir de la francophonie. Il ne faut pas oublier qu'à l'horizon 2050, nous serons à 250 millions d'habitants dans le pays. Ça veut dire que nous serons le plus grand réservoir des francophones dans le monde, à l'horizon 2050. Et ce n'est pas très loin, 2050. En même temps, nous sommes aujourd'hui sous l'influence de la zone anglophone qui tend de plus en plus à nous faire basculer dans la région anglophone. Ça veut dire l'EAC que nous avons rejoint, qui est une dynamique anglophone. La SADC que nous rejoignons est une dynamique anglophone également, que nous avons rejoint depuis très longtemps, dynamique anglophone également. Et donc, nous sommes en fait un précaré qui est en guerre d'influence, influence anglophone avec l'EAC, l'Est qui nous tire, et l'influence francophone est-ce que notre nous avenir, voulons garder. Oui, justement, vous allez continuer, mais est-ce que pensez-vous que notre avenir au sein de cette institution est hypothétique au regard de tout ce que vous venez de prélever, là, notre appartenance à l'East African Community et puis la SADC et autres? Ne pensez-vous pas, parce qu'il y a déjà des voix qui s'élèvent comme ça pour que nous puissions intégrer le Commonwealth? Moi, je suis partant pour que le Congo demeure ce hub ouvert à toutes les régions et qu'il ne dépende pas essentiellement d'une seule région d'influence. Ça veut dire, autant nous avons besoin de garder l'influence dans la zone francophone où nous pouvons jouer un rôle pilier par notre poids et notre proposition démographique, autant il nous faut nous ouvrir vers les zones anglophones qui a le plus grand voisinage. Si vous regardez autour de nous, les plus grands nombres de pays voisins que nous avons, c'est plus de pays anglophones que de pays francophones. Et donc, nous pouvons, notamment notre ouverture vers l'Est, vous voyez la Tanzanie, le Rwanda, l'Ouganda, la Zambie, cette ouverture vers l'Est, c'est vraiment anglophone. Et si nous voulons rejoindre cet espace-là, nous devons développer notre capacité également à intégrer ce réseau-là. Après, mais il y a d'autres réseaux, il y a le BRICS qui est en train de monter. Donc, le Congo ne peut pas être un précaré propre à une zone, c'est à nous de développer les capacités à interagir avec différentes zones et à maintenir notre capacité à négocier avec tout le monde, y compris avec la zone anglophone. Pensez-vous, je tenais à vous poser cette question, pensez-vous qu'il serait bon pour la RDC de s'affranchir de toutes ces appartenances, que ce soit à l'OIF ou au Commonwealth? Nous ne saurons pas nous affranchir parce qu'on ne peut pas évoluer dans un monde de manière assez isolée. On appartient à un réseau. Le Congo a l'avantage, de tenant compte de sa position géographique,
d'être à la fois membre de la zone ouest qui est essentiellement francophone avec les Gabon, Brazzaville, Centrafrique, d'être de la zone est qui est essentiellement anglophone avec l'Ouganda, la Tanzanie, la Zambie, le Kenya derrière, d'être avec les lusophones avec l'Angola au sud et d'être avec les capacités de projection vers le nord avec le Soudan du Sud et l'ouverture vers le Tchad. C'est-à-dire que nous avons la possibilité, de par notre position géographique, d'appartenir à plusieurs organisations. Et donc le Congo ne peut pas s'empêcher d'exploiter les possibilités d'interagir avec toutes ces zones d'influence et de sortir des précarés, je dirais, construits. Le fait même que nous n'appartenions pas à un précaré propre est un atout. Le Congo n'est pas Brazzaville, le Congo n'est pas la Côte d'Ivoire, le Congo n'est pas le Sénégal. Nous n'appartenons pas à un précaré propre qui pourrait être un précaré français. Nous avons l'avantage historiquement d'être un espace assez ouvert à tout le monde et donc de jongler dans les différentes zones d'influence. Je crois que c'est un atout pour nous. C'est à nous d'utiliser ça et de ne pas subir la guerre d'influence. Parce que malheureusement, le plus souvent, nous subissons la guerre d'influence, des zones d'influence. On l'a vu sous Mobutu, influence anglophone. Mais c'est ce qu'on est en train de subir, justement. Est-ce que la question, parce qu'il y a un réseau panafricaniste qui pense qu'il faut s'affranchir de ça. Mais tout ce que vous disiez tantôt, on le voit, ça se résume dans la ZLECAf. La ZLECAf, offre tous les avantages que chacune de ces organisations-là offre en particulier à la République démocratique du Congo. Mais les panafricanismes, c'est également un réseau. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'enfarger tout le réseau parce qu'on va être dans un autre réseau. Non, ça c'est propre aux Africains, mais tout ça l'avantage, ça les mérites d'être colonialiste ou néocolonialiste, je sais pas. Ça vient de la métropole. Bon, la proactivité, c'est la capacité à anticiper les choses et à l'aligner à sa faveur. Le monde sera et restera toujours un monde d'interaction, un monde d'influence. Le problème, c'est que qu'on soit ZLECAf ou qu'on soit Congo, on restera dans un environnement d'influence. Ça veut dire que la ZLECAf va interagir avec l'Union européenne, la ZLECAF interagira avec les BRICS. En institution libre. Corriger les tares c'est difficile à dire, hein. De l'Union africaine. C'est difficile à dire. L'Union africaine déjà s'autofinance par l'Union européenne, c'est 90%. Mais justement, c'est le défi que la ZLECAf veut relever. Comment? Parce que la ZLECAf, pour se financer, a besoin d'argent. En favorisant la libre-échange de biens commerciaux, tout ça. C'est un idéal important, mais oui. C'est un idéal, c'est un long processus. Parce que qui dit connexion de commerce dit route. Qui dit route, dit financement des infrastructures. Ils y pensent. Mais qui finance les infrastructures en Afrique? N'est-ce pas les États? Non. Lorsque vous prenez tous les projets régionaux, c'est la Banque africaine de développement. Et d'où la Banque africaine de développement tous ces financements. Vous allez retourner également tous ces mêmes partenaires. C'est un poisson. Mais pourquoi semblez-vous dubitatif au fait que la ZLECAf peut servir d'effet levier au développement de l'Afrique? Je suis l'un de ceux qui soutiennent la ZLECAf. Mais j'estime que c'est un long processus. C'est un processus qui va prendre beaucoup de temps. Par exemple, avant de mettre en place la libre-échange, l'Afrique s'était fixé comme objectif de taire les armes à l'horizon 2020. Nous sommes en 2023, l'Afrique n'a pas réussi à taire les armes. Le Congo est encore en train de s'opposer avec un voisin avec qui il est censé être en intégration régionale. Vous voyez, donc le Mali est en train de se tirer avec des voisins qui sont le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, qui sont en train de travailler avec lui mais tous ces fléaux... Ça veut dire qu'il y a des défis. Moi, je suis d'accord que c'est un bon concept, mais il y a des défis qu'il faut travailler, ce qui ne nous empêche pas de maintenir des interactions avec d'autres regroupements, qu'il s'agisse du BRICS, qu'il s'agisse demain de la Chine, qu'il s'agisse de l'Europe, où nous ne pouvons pas évoluer en autarcie. Par contre, dans l'échiquier de jeu, il nous faut savoir tout simplement nous positionner pour tirer le meilleur profit de ces jeux d'influence. Maintenant, on peut travailler au niveau régional, on peut travailler au niveau africain. Moi, je suis totalement d'accord avec cela. Mais encore faut-il exclure dans la tête des gens que travailler en termes de panafricanisme suppose s'ostracier des autres réseaux internationaux. C'est pas ça, mais suivez les revendications, c'est généralement nous voulons nous présenter à la table en tant que des partenaires, pas devant des parrains avec un discours paternaliste. Ça ne se proclame pas, ça se construit. Ben, c'est ce qu'ils sont en train de faire avec la ZLECAf, ne pensez-vous pas? Je dis que la ZLECAf, c'est une bonne chose, mais c'est un long processus qu'il faut construire par étapes. Je donne un exemple simple.
Je suivais il y a quelques jours un documentaire sur la production en Afrique. Vous avez par exemple l'industrie du Maroc qui est très développée en véhicules, mais qui ne consomme pas le coton fabriqué en Éthiopie ou au Kenya. Vous avez le bauxite du Ghana qui n'est pas consommé par le Maroc qui est dans l'industrie automobile. Ça veut dire, pour que la ZLECA fonctionne, il nous faut produire des produits qui sont complémentaires à d'autres industries. Ça veut dire le caoutchouc, le cacao de la Côte d'Ivoire doit intégrer l'industrie de la chocolaterie au Congo, par exemple. Okay. Donc, il faudrait que le Congo, nous développions l'industrie du chocolat pour que le cacao de la Côte d'Ivoire soit consommé au Congo. Il faut que le Congo développe l'industrie de la culture du café et du thé consommé par un marché kenyan. Or, il y a un énorme affaire à faire parce que l'essentiel de nos produits sont exportés en dehors du continent, qui est consommé à l'intérieur du continent. C'est pour dire qu'il y a des étapes à franchir en termes d'industrialisation, des étapes en termes d'interconnectivité, des étapes en termes de culture douanière à respecter, d'ouverture de marché, de pouvoir d'achat, parce que nous voulons qu'une population africaine consomme, il faut que cette population dispose de pouvoir d'achat, de mobilité, parce qu'il faut un passeport africain pour permettre à ce qu'il n'y ait pas de visa entre les pays et que les gens puissent circuler. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'étapes à franchir pour arriver à cette zone de libre-échange. Donc je te dis, c'est une construction. Il faut le prendre comme une construction. Déjà, l'Union africaine elle-même avait posé les principes de 2063, c'est-à-dire l'horizon 2063, c'est-à-dire dans 30 ans, dans 30 ans maintenant, oui, dans 40 ans maintenant. Et il faut le prendre comme une construction, ce qui n'exclut pas, j'insiste, d'autres ouvertures et d'autres sphères qui nous permettent de construire notre interaction. On ne va pas empêcher aux États africains de participer à BRICS, qui par contre n'est pas continental, qui va prendre le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine. Et j'ai vu l'Algérie demander d'adhérer au BRICS. Vous ne direz pas à l'Algérie que les BRICS, ce n'est pas continental, il ne faut pas y aller, parce que ce n'est pas continental. Donc il faut sortir de cette théorie-là et utiliser au meilleur possible de tous les réseaux, quitte à ce que nous sachions identifier nos intérêts et à mieux nous positionner sur ces questions-là. Vous étiez tout à l'heure en train de décrier le fait que certains pays frères en Afrique continuent à se battre alors qu'ils devaient s'organiser pour la sous-région et la région. Mais ne pensez-vous pas que toutes ces guerres fratricides en Afrique est tributaire au fait à notre appartenance au réseau néocolonialiste, l'OIF, Commonwealth, toutes ces choses? Moi, je ne suis pas partisan de cette école de ceux qui pensent que nous sommes responsables de rien et que les autres sont responsables de tout. Moi, je ne pense pas. Je pense que nos leaders africains sont responsables des choix qu'ils font. Ça veut dire que le Congo n'a pas de guerre avec l'Angola. Le coup d'État, le Congo, répétition. Le Congo n'a pas de guerre. Le Congo n'a pas de guerre avec l'Angola aujourd'hui. C'est pas que l'Angola n'a pas de connexion avec l'impérialisme. Il y a des États africains qui ont estimé qu'ils pouvaient construire leur propre développement en pillant les autres. Et ça, c'est pas les Américains qui leur ont dit pensez votre croissance en pillant les autres. Vous pensez qu'ils sont si forts que ça pour faire... Ils auraient pu développer... S'ils n'avaient aucun soutien. Ils auraient pu développer... Le soutien vient, mais ça s'appelle soutien. Ça s'appelle soutien parce qu'il y a un point de départ. On ne soutient pas un vide, il y a un point de départ. Il y a une volonté personnelle, ensuite il y a un soutien à cette volonté personnelle-là. Donc ne disculpons pas nos leaders africains qui sont pour beaucoup responsables de ce qui nous arrive. Ensuite, le monde est un jeu d'interaction. Le monde est un jeu d'hégémonie. La politique est un jeu de domination. Il y aura toujours des dominateurs, il y aura toujours des dominés. Notre problème, c'est qu'il nous faut travailler pour devenir hégémones, devenir des dominateurs. Il y a une volonté de puissance. Et si nous ne développons pas ça, d'autres vont nous dominer. Que ce soit les Européens, que ce soit les Chinois, que ce soit les Asiatiques, d'autres vont nous dominer. Donc notre problème, c'est nous-mêmes. Regardons en nous-mêmes pourquoi nous ne développons pas les capacités d'hégémon, pourquoi nous ne développons pas les capacités de puissance, pourquoi nous ne construisons pas des États stables. Et ce sont les autres qui nous imposent de ne pas équiper nos policiers.
Ce sont les autres qui nous imposent. Peut-être parce qu'ils entretiennent, ils continuent à entretenir financièrement des foyers de tension, de ne pas équiper payer les un salaire rebelles. dûment à nos policiers. Ce sont les autres qui nous imposent de voler l'argent de l'État, de piller nos ressources publiques. Mais après, on n'est pas aisé de gouverner un État où il y a des foyers de tension bien équipés. Mais c'est nous qui volons nos pays. Où il y a le CG, même de l'Organisation des Nations Unies, qui reconnaît qu'ils sont plus équipés, même plus qu'une armée régulière. C'est nous d'abord qui volons notre pays, qui allons poser notre richesse dans les banques offshore, dans les comptes Caïmans, dans les îles Caïmans et tout le reste. Ce n'est pas les autres qui nous envoient voler. C'est nous-mêmes qui volons. Ça veut dire les rapports existent, des coulages des recettes, que le Congo perd 15 milliards de dollars de recettes chaque année. Ça veut dire de l'argent pour équiper l'armée, de l'argent pour payer les militaires, de l'argent pour construire les infrastructures. C'est nous-mêmes les premiers responsables. Ensuite, tous les pays du monde, même les pays occidentaux, ont été colonisés. La Belgique a été colonisée. La Belgique a été colonisée. Elle est devenue indépendante en 1830. Et elle nous a colonisés un peu plus tard. Ça veut dire que nous aussi, nous avons la même capacité. La Chine a été colonisée par les Britanniques, par les Japonais, et ainsi de suite. Ils se sont émancipés, ils sont devenus éléments de puissance. Donc, la domination existera toujours. Arrêtons de pointer les autres, remettons-nous en question nous-mêmes et travaillons à notre propre domination. Est-il licite de voir à l'aune de ces organisations le développement des États africains? L'Afrique, ces organisations, l'Afrique aujourd'hui, par exemple, vous parlez parlez du panafricanisme, et l'Afrique manque de leaders panafricanistes. Nous avons des leaders de la société civile qui sont panafricanistes. Aujourd'hui, lorsque vous parlez des mouvements panafricanistes, c'est davantage un mouvement de la société civile qu'un mouvement porté par des élites politiques. La génération des Kwame Nkrumah, la génération de Lumumba, la génération des Nasser est partie. Le tout dernier panafricaniste, c'était Kadhafi, qui est parti. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des dirigeants africains panafricanistes? Qui sont-ils? Le président Tshisekedi avec son discours contre Macron. Le panafricanisme, je sais comment on l'a récupéré. Le panafricanisme, ce n'est pas les discours. Le panafricanisme, c'est un projet. C'est un projet de puissance pour l'Afrique. Et ce projet se manifeste par les capacités des États à s'auto-prendre en charge. Je vous rappelle que lorsque le président Paul Kagame, qui était président de l'Union africaine, il a proposé à l'époque une très bonne idée, malgré le fait qu'on ne l'aime pas, que chaque pays africain puisse retenir 1% de son PIB, 1% de son PIB pour financer l'Union africaine. De sorte que nous ayons une Union africaine financée par les États eux-mêmes et donc capable de reprendre en main sa propre politique. Les États africains n'ont pas pu le faire. Donc le panafricanisme, ce n'est pas des discours, c'est un projet, c'est une vision qui se matérialise par des actes, une vision, je dirais, continentale et de vocation de puissance pour le continent. Aujourd'hui, très peu de dirigeants africains peuvent s'identifier comme des dirigeants panafricanistes. C'est la société civile, c'est des Sémi-Kéba, c'est des jeunes kémites, qui se proclament kémites, et qui, de mon point de vue, travaillent non pas au niveau de la décision, mais au niveau de l'influence. Or, ces questions-là, ça se construit au niveau de la décision. La construction européenne s'est faite au niveau des politiques. Pas c'est des traités. Maastricht, c'est un traité. Le traité de Nice, c'est un traité. C'est au niveau des traités, au niveau des États et donc au niveau de la décision politique que la construction européenne s'est faite. Ce n'est pas au niveau de la société civile. Alors, on va venir au deuxième sujet, comme je l'annonçais tout à l'heure. Dites-nous, Christian, dépréciation de la monnaie locale, la Banque centrale ou le gouvernement prend la mesure de la chose et interdit l'affichage par les cambistes du taux pour justement taire la spéculation. On voit l'effet inverse parce que ça crée l'incertitude et chacun y allait de son pas. La perte du pouvoir d'achat et tout ce qui s'ensuit. Dites-nous, quelle serait la mesure la meilleure pour taire ces fléaux? Bon, déjà, il faut identifier les causes, d'où vient que nous avons l'inflation. Il faut retourner en 2020 avec la Covid. Ça veut dire, durant la Covid, nous avons tous accepté de consommer sans produire. De consommer sans produire. Ça veut dire l'État a arrêté la production et il fallait maintenir les charges publiques parce qu'on payait les fonctionnaires. Mais on payait comment? On payait par la planche à billets. Nous avons recouru à la planche à billets pour faire de la création monétaire, pour couvrir... Donc on a surchargé les marchés de la monnaie. Oui, nous avons fait de la planche à billets pour créer de la monnaie, pour couvrir des charges alors que nous ne produisions pas. Et donc,
déjà, à partir de là, nous avions créé les conditions de l'inflation, puisque nous avions une création monétaire qui n'était pas liée à une production de richesse. Et donc, en sortir de la période de Covid, nous avions une perte de consommation, parce que les gens n'ont pas de pouvoir d'achat. Beaucoup de pays ont travaillé en politique de soutien au pouvoir d'achat, donc au soutien de la consommation, pour redémarrer la production, parce que beaucoup d'usines avaient réduit la production. Nous n'avons pas mis des mesures de soutien au pouvoir d'achat, de soutien à la production. Peut-être nos marges bénéficiaires sont moindres. Nous sommes tombés dans la guerre de l'Ukraine, qui a fait exploser le prix des céréales, qui a fait exploser les prix des carburants et qui a eu donc impacté également les produits, puisque nous dépendons, nous également, des produits qui sont importés. Donc il y a l'inflation importée qui est venue. Maintenant, comment y répondre? Mais le gouvernement avait pensé, à un moment donné, pour répondre déjà à l'époque aux besoins d'importation des produits par une production locale, par la diversification et par l'agriculture. C'est ce que nous n'avons pas pu faire. Rappelez-vous, durant la période de Covid, les mesures pour relancer les filières des riz, les filières maïs. Il y a même eu à l'époque un programme avec des véhicules qui allaient dans la province pour amener les maïs et les maniocs. Mais où est-ce que nous en sommes? Nous avons pris des bonnes initiatives qu'on n'a pas continué, et donc nous n'avons pas diversifié. Nous dépendons de l'importation. Nous avons un pouvoir d'achat faible, et donc aujourd'hui, peut-être le gouvernement travaille à des politiques monétaires pour essayer de réguler l'importation, mais ce sera très difficile. Nous sommes en veille de fin d'année. On sait au Congo, nous importons tout, et donc en fin d'année, les importateurs vont rechercher les devises pour importer. Et donc, nous aurons encore ce yo-yo sous les devises parce que nous importons. Il nous faut substituer les importations. La meilleure solution, c'est de substituer les importations par une production, ou ce qu'on appelle ici industrialisation par substitution, produire ici ou localement pour substituer ce que nous importons. Parce que quand nous produisons localement, nous n'avons pas besoin de devises. Et donc, à ce moment-là, nous ne subissons pas ce besoin que nous avons de la volatilité des devises dans le marché pour les réseaux de convertibilité. Il faut produire localement, et pour ça, il faut relancer les filières agricoles. Malheureusement, Bukangalonzo s'est fermé. C'était le projet pilote. Il fallait construire 21 parcs agro-industriels. Jusqu'à aujourd'hui, Bukangalonzo, c'est mort. Donc, les restes, on n'en parle presque plus. Il faut relancer ces projets agricoles. Il faut renverser la part d'importation par la production locale, et ainsi essayer par des politiques monétaires également à régler la problématique de l'inflation. Allez, le plus beau est venu vers la fin. Moi, je suis resté sur ma soif. J'espère que c'est le cas chez vous. Christian, on peut déjà prendre rendez-vous ici pour un prochain numéro où on parlera exclusivement de ça. Bon, moi, je reste ouvert aux possibilités d'échanger, de pouvoir apporter notre modeste contribution à l'avancement du pays. Nous sommes toujours là. Allez, nous serons avec vous, je crois, la semaine prochaine. Allez, merci à vous de nous avoir suivis. Pêchez-vous et bonne continuation sur votre chaîne. Merci.